Qui pour accompagner la gestion de mon capital santé? Alors d'accord, j'ai mon impulsion, mais on voit bien que, vous l'avez dit d'ailleurs, hein, entre la connaissance et le passage à l'acte, il y a quand même une petite marge. Qui peut me donner cette impulsion? À qui je fais confiance pour ça? La question de la confiance, elle est clé. Et ça, c'est un autre enseignement de votre enquête. Oui, elle est même essentielle. Sans confiance, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'action par la suite. Le premier aspect, on sort d'une période de pandémie. En tout cas, elle a été très marquante. On a vu les difficultés que pouvait rencontrer notre système public. Et pour autant, le niveau de regard de la part des Français à l'égard aujourd'hui de notre système de santé fait que nous avons 70% des Français qui déclarent que notre système fonctionne bien. En dépit de toutes les critiques, en dépit des difficultés, en dépit d'une forme de vision médiatique dont on a pu entendre parler, on est face à des Français qui considèrent que ça fonctionne dans la société française et d'une manière générale que ce qui apparaît comme étant une partie de l'ADN de ce qu'est notre République doit continuer de fonctionner. Donc ça, c'est un peu sur le système. Après, vous avez évoqué la question de la confiance à l'égard des différents acteurs. On va voir à travers 3 tableaux la manière dont s'étalonne la confiance de la part des Français. Le premier aspect, une confiance déjà aux acteurs et à ceux avec lesquels on a un contact qui est un contact fréquent. Que ce soit les médecins spécialistes, que ce soit les médecins généralistes, que ce soit les pharmaciens, la sécurité sociale ou la mutuelle ou complémentaire santé, un niveau de confiance qui est un niveau de confiance manifeste, qui touche Je vois sourire les 2 représentants d'AG2R, la mondiale, à côté de vous, évidemment. A raison, parce qu'en fait, on a les 3 quarts de la population française qui déclarent oui, qui déclarent qu'ils leur font confiance. Et puis, avec cette forme de PAC, sécurité sociale mutuelle, qui globalement constitue un acteur qui est tourné vers l'intérêt général et pas avec la perception qu'il pourrait y avoir des intérêts financiers qui sont derrière cela. Donc ça, c'est un peu le premier volet. Deuxième volet, on va voir d'autres acteurs. Le peloton de tête. Le peloton de tête, absolument. Le peloton du milieu ou les poursuivants, ce sont dans ce cas-là 4 autres acteurs principaux. D'un côté, les pouvoirs publics, de l'autre, la branche professionnelle, mais qui n'est pas toujours identifiée en tant que telle dans l'absolu, la compagnie d'assurance et l'entreprise. Et on peut voir d'ailleurs que les compagnies d'assurance ne se situent pas exactement au même niveau que peut se situer, par exemple, les mutuelles, avec une différence. Il y a 20 points d'écart, c'est énorme. Absolument. Et les Français, évidemment, les Français ne savaient pas qu'on travaillait pour AG2R La Mondiale lorsqu'on avait fait cette enquête. Un Français sur 2 qui déclare qu'ils déclarent confiance à leur entreprise d'un point de vue global, c'est loin d'être négligeable, parce qu'on sait qu'il y a souvent en fait, la perception qu'on n'a pas forcément à faire. Puis le troisième aspect, les poursuivants, si on prend cette image cyclisme que vous m'avez proposée, on a les sites internet spécialisés en santé, les médias traditionnels et enfin les réseaux sociaux. Moi, ce que j'en retiens, c'est que quand vous prenez l'écart entre les premières réponses qui nous sont données et les dernières réponses qui nous sont données, nous avons près de 90% des Français qui font confiance à des acteurs qui sont des acteurs institutionnels dont c'est le métier, et moins d'un quart qui déclarent accorder la confiance à l'égard des réseaux sociaux et des forums Internet. Peut-être un dernier tableau pour finir là-dessus. Oui. On souhaite enfin disposer de conseils dans tout ce qui a trait au registre qui entoure la question de la santé. Ça peut être la question du bien-être au travail, la question du sommeil, la question de la nutrition et enfin l'activité physique. Donc on n'est également pas toujours avec le sentiment qu'on maîtrise soi-même tout ce qu'il faut faire absolument. On n'a pas forcément toutes les informations. On n'a pas toutes les informations. Et comme il y a des acteurs à qui on fait confiance, je vous retrouve entièrement, le fait que ces acteurs puissent devancer les demandes de la part des citoyens est tout à fait attendu. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous l'analysez, Laurent Chambaud? C'est très intéressant. D'abord, 70% de confiance pour le système, oui, voilà. Oui. Sur le 70% de confiance dans le système de santé, alors ça, c'est un élément qu'on retrouve depuis de nombreuses années, le fait que les Français sont attachés à leur système de santé. Mais on a traversé la crise entre-temps. Oui, mais on l'a traversé aussi avec un système de soins qui a été sous tension, mais qui a répondu aussi aux exigences de cette épidémie. Donc, je dirais même probablement que ça n'a fait que renforcer cet élément-là. 70%, je ne sais pas quels sont les autres 30%, mais c'est aussi, parce qu'on le voit aussi depuis plusieurs années, et il faut rappeler que juste avant la pandémie, il y avait quand même une crise assez forte au niveau de l'hôpital. Il y a aussi, je pense, une certaine inquiétude sur l'avenir du système de santé.
Donc ça, je crois que c'est un élément qu'il faut, alors qui est peut-être pas dans ce que vous avez recueilli, mais quand même qu'on retrouve depuis plusieurs années, c'est-à-dire à la fois un très fort soutien à notre système de santé, mais des inquiétudes et des interrogations sur la façon dont le système de santé va évoluer dans les prochaines années, et peut-être que David pourra en dire un mot par rapport aux évolutions futures. Oui. Sur le deuxième, sur la liste que vous avez donnée, alors la première, elle est, je pense, elle est très importante aussi à considérer, c'est-à-dire que, et c'est ce qu'on a vu aussi pendant la crise, l'importance d'un relais en proximité et d'un professionnel de santé. Et ça, je crois que c'est un élément très fort qu'on retrouve aussi régulièrement. Au sens large, c'est intéressant que vous disiez professionnel de santé. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à entendre médecin, mais vous avez employé un terme plus large. J'imagine que c'est volontaire. Alors, c'est volontaire parce que d'abord, vous avez les pharmaciens aussi. Dans le, et puis, il y avoir les infirmières, mais on peut avoir des aides-soignants, tous les professionnels, effectivement. Des aides à domicile, au-delà même du système de santé, d'ailleurs. Exactement. Et je pense que derrière, c'est cette notion de proximité, d'avoir quelqu'un que l'on voit, que l'on peut rencontrer et à qui on peut exposer ses interrogations, ses doutes. Ça, je crois que c'est vraiment un élément fort qu'on retrouve régulièrement, qui, à mon avis, plaide aussi pour le fait que les professionnels de santé doivent avoir une capacité de travailler les aspects préventifs, ce qui n'est pas toujours le cas. Il faut avoir le temps, si je peux me permettre. Il faut avoir le temps, par ailleurs. Les médecins disent, moi j'ai une consultation d'1 quart d'heure, 20 minutes, je traite le bobo du patient, je ne traite pas forcément le bobo d'après ou sa manière de trop manger ou de fumer. C'est peut-être le gros sujet de notre système de santé, qui est quand même très axé sur le soin et sur le soin curatif. C'est-à-dire à la fois dans les éléments que l'on demande aux professionnels de santé, le curatif prend le pas sur le préventif de façon très forte, mais par ailleurs aussi toutes les modalités de délivrance des actes, des prescriptions ou la façon dont les établissements de santé répondent aux besoins fait en sorte que la part préventive est quand même relativement faible. Donc ça, c'est aussi probablement... pour moi qui suis directeur d'une école de santé publique, c'est aussi normal que je plaide là-dessus. Il y a vraiment besoin d'avoir une réflexion sur un virage préventif de l'ensemble de notre système de santé. Et puis sur les autres coureurs, alors je pense qu'effectivement, on voit que la séquence assurance maladie et mutuelle est un élément de réassurance et de confiance. Et ça, je pense que c'est encore une fois un élément important. On va en parler parce que ça m'intéresse de vous entendre là-dessus, très clairement. Donc, à un niveau moindre, parce que c'est moins personnalisé probablement, mais on voit bien quand même qu'il y a des accompagnateurs éventuels. Tout à fait. Puisque des tiers de confiance, en quelque sorte. Et probablement parce que c'est, et notamment par rapport aux autres que vous citez à la fin, on est dans des modalités où il n'y a pas de risque de tromperie, de collusion d'intérêts divers et variés. Et je pense que dans le contexte aussi que l'on vit, vous voyez bien que quand même ce qui est à la traîne, c'est principalement les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux... Et pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle que les personnes y fassent moyennement confiance, parce qu'effectivement, le réseau social est utile à partir du moment où les informations qui y traînent sont validées, qui circulent dans ces réseaux sociaux. Et on voit bien que, on le voit depuis 1 an et demi, mais on le vivait avant aussi, on a des difficultés très fortes à faire en sorte que on puisse lutter contre les infox, comme on dit, ou les fake news. Un des grands sujets Facebook ces derniers jours, ces dernières semaines même, mais quand je dis Facebook, je devrais citer les autres. Mais notamment, Twitter et d'autres. Notamment dans le domaine de la prévention en santé. Parce que dans le domaine de la prévention en santé, il y a énormément d'informations qui circulent. Énormément, et très peu sont validées. Ça, c'est un sujet. Oui, complètement. Mais merci pour cette étude. Juste un commentaire en un mot, plutôt une tentative d'interprétation très personnelle. Le 70% de confiance dans le système, il est à la fois rassurant et inquiétant. 30% de Français qui ne partagent pas cette opinion, c'est... pas du tout neutre, quand on sait ce que représente la santé,
l'assurance maladie, la protection sociale comme socle de confiance du pacte républicain. Alors, la tentative d'interprétation de l'étude qui est remarquable, c'est qu'on voit que sans doute dans le système, les Français font confiance aux professionnels, à ceux qui le font vivre, qui l'ont incarné, qui l'incarnent toujours très fortement pendant la crise. Et là, on voit des taux de confiance très très forts. Ils sont sans doute un peu plus dubitatifs sur l'organisation ou les paramètres d'organisation du système. Ils en demandent de l'évolution dans le sens que Laurent Chambaud exposait, aller vers la prévention, aller vers plus de transversalité, sortir de logique de tuyau d'orgue. Être mieux accompagné. C'est ça. Dans son quotidien aussi, finalement. Et si on va aller au bout de l'interprétation de ce que montre le sondage, on voit que pour accompagner ces éléments d'évolution d'organisation, les acteurs de la couverture du risque, l'assurance maladie obligatoire, mais les acteurs de la protection complémentaire, qui ont des niveaux de confiance comparables, ont tous les deux un rôle absolument majeur à jouer. Et que les Français sont attachés à cette dualité. C'est un moment du débat public en ce moment où on pose les questions du rôle des acteurs de la protection complémentaire en santé. On voit que quand on pose la question à nos concitoyens, ils sont attachés à leur rôle, mais sans doute, on en reparlera peut-être dans la dernière partie sur l'innovation, ils attendent d'eux, ces acteurs de la protection complémentaire, de se projeter vers l'innovation et d'être finalement à l'avant de cette évolution vers plus de prévention. Alors Philippe Dabat, David Giovannuzzi, je me tourne vers vous parce que pour le coup, la balle est dans votre camp. Là, on le sent, je le disais tout à l'heure, les mutuelles ont une confiance, c'est Jean Daniel qui le disait et je mettais un coup de stabilo là-dessus, confiance assez solide, 20 points d'écart entre les mutuelles et les assureurs, c'est énorme. Ça donne des responsabilités, non ? Oui, nous en sommes conscients de ces responsabilités. Je dirais même que ça nous oblige, en fait. En tant que complémentaire chez AG2R Mondial, du fait de notre statut mutualiste et paritaire, à but non lucratif, en fait, nous ne voulons pas nous contenter d'être simplement rembourser des soins en complément de la sécurité sociale dès qu'on a été chez le médecin, chez le pharmacien. En fait, ça nous donne un nouveau rôle. Nous voulons essayer de maîtriser le risque et donc de faire ce que nous pouvons pour favoriser le maintien de nos clients, de nos assurés en bonne santé afin de rester compétitifs. Dans notre jargon, on appelle ça la maîtrise du risque. Et pour le coup, si on donne quelques exemples concrets de ça, c'est quoi ? C'est des actions de sensibilisation ? Oui, c'est des accompagnements de prévention ? Oui, en fait, notre groupe développe de très nombreux services qui ont pour objectif de faire ce travail de préventif dont vous parliez pour contribuer au maintien de la bonne santé à travers l'activité physique, l'alimentation équilibrée, l'équilibre vie pro, vie familiale. Mais si on donne juste un... Oui, voilà. Oui, deux exemples. Le premier que je voudrais donner s'appelle Coachez-vous Santé. C'est un programme pour les dirigeants de petites entreprises. Ils sont plusieurs centaines de milliers en France, ils sont très isolés. Et l'objectif de ce programme, c'est de les coacher sur des sujets très concrets de sommeil, de nutrition, de stress. En fait, on part du principe que si le dirigeant est dans une bonne santé physique, eh bien, il pourra prendre de meilleures décisions pour une bonne santé économique de son entreprise. Et le deuxième exemple que j'aimerais citer, c'est un partenariat que nous avons avec Ciel Bleu qui a pour objectif la prévention santé par l'activité physique chez les personnes fragiles, en particulier les personnes âgées au-delà de 70 ans. L'enjeu, en fait, c'est d'apporter chez ces personnes âgées, en individuel ou en collectif, de la formation à l'exercice physique, aux bons gestes qui vont leur permettre à la fois de se socialiser, de rester en socialisation, mais aussi, bien sûr, d'avoir les bons gestes qui vont contribuer à la bonne santé physique. Et ça, concrètement, ça concerne combien de personnes ? Plusieurs milliers de personnes chaque année. Chaque année. Ouais, chaque année. Et donc, vous voyez, la prévention, l'accompagnement, c'est pas un rôle vraiment nouveau pour nous. On s'investit dans ce travail de prévention pour contribuer à la bonne santé, à maîtriser le risque. L'enjeu pour nous derrière, c'est de trouver un modèle économique qui soit robuste, parce qu'en fait, il faut amplifier ces actions et l'enjeu, c'est de les porter auprès du plus grand nombre. Oui, puis vous n'êtes pas la Sécu non plus. Exactement. Voilà, donc si on se dit les choses clairement. C'est intéressant cette idée. Ça veut dire que la mutuelle doit être en bonne santé, elle aussi, économiquement, pour pouvoir bien accompagner. C'est ça que vous êtes en train de dire. Oui, en bonne santé économique pour nous et aussi dans un cadre économique qui soit accepté par nos clients. Je vais donner 3 exemples de modèles économiques. Oui. Le premier, on le fait dans le cadre de l'assistance. En cas de coup dur, je suis hospitalisé, je peux avoir un accompagnement avec des services pris en charge par la mutuelle et son assisteur avant et après l'hospitalisation. Mais souvent, après l'hospitalisation, après plusieurs semaines, eh bien, j'ai des besoins spécifiques sur mesure et je pourrais me constituer mon panel de services que je prendrai en charge et qui m'accompagnera le temps nécessaire. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est que malheureusement, tous nos clients n'ont pas les moyens de s'offrir ce type de service. Mais c'est ce que j'allais dire, tout le monde ne peut pas se payer. Nous sommes une mutuelle, un groupe de protection sociale. Nous avons des budgets d'engagement sociétal qui nous permettent de financer
ce type de service auprès de ceux qui n'en ont pas. Ce qu'on appelait l'action sociale, en quelque sorte. Exactement. Fonds social. Et puis le troisième exemple, on en parlera tout à l'heure dans le cadre de Branchez-vous Santé, c'est le programme de prévention santé que nous déployons auprès des branches professionnelles et des entreprises. Là, nous avons investi pour construire ces programmes, les concevoir, les industrialiser, et ensuite nous les déployons avec les partenaires sociaux, et c'est à travers les cotisations des employeurs et des salariés que ces programmes peuvent être déployés. Je vous confirme qu'on le verra tout à l'heure, parce que c'est une nouveauté d'ailleurs de cette émission. Dans la deuxième partie de cette émission, après cette heure de débat, on va passer une petite demi-heure, 25 minutes, à regarder des cas concrets, des cas pratiques, d'actions pratiques que vous mettez en œuvre, dont justement Branchez-vous Santé, parce qu'il y a le sujet de la branche professionnelle. Mais je voudrais quand même qu'on en dise deux mots déjà de ces sujets-là, David Giovannuzzi. Il n'y a pas que l'accompagnement individuel, ou plus exactement, ça passe forcément à un moment par le collectif. Et vous êtes très fort dans les branches, en l'occurrence AG2R. Ça a été un très gros enjeu pendant la crise, ça, non ? Oui, on a été tous mis en tension pendant la pandémie. Juste avant de répondre à la question de la crise, rappeler ce qu'est une branche professionnelle, parce que tout le monde, le grand public, ne sait pas bien qu'en fait, une branche professionnelle, c'est la représentation des salariés et des entreprises d'un secteur d'activité donné, donc qui représente un corps de métier assez cohérent. Et ces mêmes représentants, les partenaires sociaux, négocient avec nous l'organisation de la mutualisation du risque pour créer un régime de protection sociale complémentaire. C'est sans doute ça qui participe à la confiance aussi, c'est qu'on est dans un système de co-construction avec les parties prenantes. Donc c'est un vocabulaire très RSE. Ouais. Mais ce pilotage-là produit des effets extrêmement efficaces, de la valeur, en adaptant la protection sociale aux réalités des populations assurées dans la branche professionnelle. Donc j'imagine que ça a été très sollicité pendant la pandémie, forcément. Pendant la crise, le premier confinement, ça a été une sidération pour tout le monde, mais aussi un traumatisme. Il fallait mettre 11 000 collaborateurs du groupe en télétravail. Et à ce moment-là, est-ce qu'on allait continuer de collecter des cotisations, verser des prestations ? Est-ce qu'on allait maintenir l'activité ? La grande fierté que l'on a, c'est que l'on a fait face pendant la pandémie. Pour de bon, on a fait face. On a même été félicité par beaucoup de nos ressortissants, saluant en fait le travail de résistance pendant cette période de pandémie. Mais aussi, on a dû répondre aussi à des questions sur de nouveaux risques à prendre en charge. Et on a beaucoup travaillé à la création de fonds de solidarité organisés dans les régimes de protection sociale pour aider les salariés et les entreprises les plus exposées à la crise. Et au-delà de la pandémie ? Alors, au-delà de la pandémie, notre quotidien, c'est aussi s'adapter à la réglementation. Il faut comprendre que la réglementation, vous le savez très bien, évolue en permanence dans ces sujets-là, en santé, en prévoyance. Donc, il faut toujours elle s'adapter. Évolue en permanence dans tous les secteurs, en réalité, mais effectivement, elle vous frappe beaucoup. Enfin, elle vous frappe, pardon, pas elle vous frappe. Elle évolue beaucoup dans le secteur. Elle nous impacte énormément. On peut parler des contrats responsables, du 100% santé, de la mise en place de la portabilité, enfin, beaucoup de systèmes qui évoluent. Donc, ça impacte nos systèmes informatiques, la façon de piloter. On doit aussi faire œuvre de pédagogie au quotidien, lorsqu'on rend compte en toute transparence aux partenaires sociaux des équilibres entre cotisations et prestations. Alors, on se pose des questions de fond. À quel endroit y a-t-il plus de dépenses ? Pour quelles raisons ça dérive à tel endroit ? Comment rectifier le tir ? Donc ça, c'est notre quotidien. Et avec notre état d'esprit de l'économie sociale et solidaire, on essaie aussi de fabriquer, entre guillemets, de la protection sociale complémentaire autrement. Et donc, on intègre depuis bien une quinzaine d'années, on est très, très actif dans la mise en œuvre d'actions de prévention qui sont écrites dans les textes conventionnels. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement une incantation, mais c'est aussi de la contractualisation par l'écriture. En quelque sorte, vous prescrivez de la prévention. Absolument. D'une certaine manière. Validé par... Souvent, on va chercher des expertises. Donc, on travaille beaucoup avec des professeurs en santé publique pour aller chercher les bons conseils. On les valide par les représentants des salariés et des employeurs. Et ensuite, on l'écrit dans le texte conventionnel, ce qui nous engage à aller toucher un maximum de personnes. Par exemple, je veux bien que vous me donniez un exemple, tiens. On termine la semaine du diabète, c'était la semaine dernière. Je vous citerai deux exemples. Le premier, au mois de juillet, on a lancé une action de prévention dans la branche de la boulangerie artisanale. C'est 120 000 salariés et 30 000 entreprises. Donc, pour ces 130 000 salariés, on a lancé une action qui s'appelle Brioche, un petit clin d'œil, bien évidemment, ce que fabriquent les boulangers. Oui. Et on a allié deux actions, c'est la prévention de l'hypertension artérielle et la prévention du diabète de type 2,
en travaillant avec des experts. On a un comité scientifique qui est constitué systématiquement. Parce que ce sont des sujets qui sont particulièrement prégnants dans cette branche professionnelle. Voilà, alors c'est une sensibilité qui est exprimée quand on est boulanger et gourmand. Voilà. On pense qu'effectivement on a quelque chose à creuser à cet endroit-là. Ouais. Donc on lance cette action là en ce moment. Elle va se dérouler jusqu'au début de l'année 2022. Et puis je citerai un deuxième exemple assez différent, c'est dans le domaine des risques psychosociaux, dans la branche des vétérinaires. On a mis en place une action de prévention des incivilités. C'est une vraie réalité vécue par les représentants donc des salariés des vétérinaires. Parce que les gens arrivent chez leur vétérinaire, on a l'impression d'amener leur enfant, c'est ça ? Dans les cabinets, absolument. Ouais. Et donc le choix des représentants de cette branche s'est porté sur la prévention des incivilités. Donc on a une très grande fierté à se lancer dans des actions de cette nature adaptées à chacun. Merci pour ces deux exemples, parce que pour le coup, ils sont extrêmement éclairants.